pouvoir surveiller à distance, il faut répondre à une équation fonctionnelle, réglementaire/éthique, parce qu'on est en C'est éducation, ça. et enfin financière. L'IA a renforcé en fait la dichotomie, aussi bien dans le parcours pédagogique que dans l'évaluation, le contrôle des connaissances, de compétences qui sont des acquis nécessaires. Aujourd'hui, j'accueille un invité que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui joue un rôle clé dans un sujet qui nous concerne toutes et tous, à savoir l'évaluation des élèves et des étudiants, à l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse notre façon d'apprendre et même de tricher. Et on va en parler, vous allez le voir. Il s'appelle Flavien Rey, il dirige Theia, une entreprise française qui accompagne les écoles, les universités et les concours pour organiser des examens plus fiables, plus justes et mieux adaptés au monde d'aujourd'hui. Et avant de se consacrer à l'éducation, Flavien a passé 10 ans en finance, puis a choisi de reprendre Theia pour lui donner une nouvelle impulsion et répondre à une question simple mais importante aujourd'hui, à savoir comment évaluer de manière juste et réaliste dans un monde où les outils numériques et l'intelligence artificielle changent tout. Alors avec lui dans cet épisode de podcast, on va parler de ce que l'IA change vraiment dans les examens, dans la manière dont on pourrait repenser aussi l'évaluation, et puis de la question sensible des fraudes, notamment celle révélée cet été lors du concours de médecine en Belgique, de souveraineté numérique aussi, de services publics, mais aussi de l'Afrique du Sud où Theia vient d'être sélectionnée pour une mission stratégique. De tout ça, on va parler dans un épisode passionnant, je l'espère, j'en suis sûre, même pour comprendre ce qui est en train de se jouer, très loin des clichés sur le tout numérique ou sur le retour au papier, et pour imaginer à quoi pourrait ressembler l'évaluation et donc l'éducation et l'enseignement du futur. Bonjour Flavien. Bonjour Philippine. Soyez bienvenue dans cet épisode. Ravi d'être là. On est ravis de vous recevoir aussi. Alors, je le disais en introduction, vous avez commencé en finance avant de reprendre Theia. C'est un changement complètement radical, là, pour le coup, de domaine, de secteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie, déjà, de changer complètement de vie et est-ce que, quelque part, il y avait quelque chose dans votre parcours depuis le début, depuis votre jeunesse, qui avait un intérêt particulier pour l'éducation ? Alors, en effet, donc j'ai travaillé pendant près de 10 ans dans la finance, particulièrement dans l'investissement. Et dans mes derniers postes, l'investissement dans des sociétés de technologie, et particulièrement des éditeurs de logiciels. Je crois que depuis toujours, ça me titillait de mettre à mon compte et de porter un projet. Et donc, j'ai appuyé sur le bouton et avec une caractéristique, c'est que ne sachant pas exactement ce que je voulais faire, j'ai choisi de me tourner vers une reprise. Il se trouvait que à cette époque, c'était il y a 5 ans, on voyait de plus en plus d'entrepreneurs de la génération des boomers qui commençaient à se poser la question de la succession de leurs entreprises. Alors plus généralement d'ailleurs en Europe, on a 2/3 des entreprises qui ne vont pas à la seconde génération. Donc, qui sont soit rachetés par un concurrent, soit par des fonds parfois qui disparaissent. Et donc, ça qu'on comprenne bien, pardon, je vous coupe Flavien, mais c'est tout secteur confondu, c'est pas uniquement lié à l'éducation aussi ? Tout à fait, c'est une statistique générale. D'accord. J'en profite pour toucher à ce sujet parce qu'il va être d'autant plus prégnant dans les années qui viennent avec cette génération qui part à la retraite et donc partager que j'ai eu cette opportunité donc, de faire une reprise. Donc, de trouver dans le secteur dans lequel je recherchais plus largement, c'était l'édition logicielle, parce que comme je vous disais, c'était de là où j'avais eu une certaine expérience avec ma casquette d'investisseur. En revanche, je ne connaissais rien à l'éducation. Ouais. Et j'ai trouvé Theia qui était au carrefour des deux, avec une mission riche et avec un entrepreneur qui m'a passé le flambeau plutôt. Et donc, je dirige la société depuis 5 ans maintenant et avec beaucoup de choses à faire. On va en parler aujourd'hui. Un marché qui est naissant et très actif. Ouais. Qu'est-ce que vous avez gardé justement de vos années de finance qui vous aident encore aujourd'hui en tant que dirigeant de cette nouvelle entreprise qui n'est plus nouvelle, mais en tout cas, c'est une nouvelle aventure pour vous ? C'est un point très intéressant parce que c'était intellectuellement extrêmement stimulant. De travailler sur des sujets très variés, beaucoup d'analyses, beaucoup de synthèse, beaucoup de choses que font l'IA aujourd'hui. Et une des raisons pour lesquelles j'ai changé, c'est que j'avais besoin d'un projet plus opérationnel,
J'avais besoin de travailler avec des équipes plus largement. Et c'est ça qui manquait bien avant l'IA. Donc, c'est ça qui m'a poussé donc à reprendre ce projet. Je crois que quand j'ai commencé à travailler, donc la finance comme le conseil étaient des filières qui étaient des très bonnes formations. C'est une prolongation des études. Ça m'a donné beaucoup de skills qui sont généralement transposables dans n'importe quelle autre expérience. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, comment vous expliqueriez ce que fait Théa à quelqu'un qui ne vous connaît peut-être pas? Si vous me permettez, je voudrais raconter l'histoire de Théa, parce Avec que plaisir. ça, c'est, je t'ai donné Il y a un historique en plus. et tout à fait Bah oui. l'aspect personnel de mon côté sur mon projet, mais de manière plus importante, Théa, c'est le projet d'un enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Grenoble, Ouais. qui veut réduire les écarts de niveau entre les étudiants. Et utilise la technologie. Donc on est en 2006. Ce sont les débuts, en tout début des plateformes. Sur le principe de la classe inversée, donc il met à disposition des cours en la bibliothèque et pour que les étudiants les étudient chez eux, fassent de l'auto-formation pour que les cours soient dédiés à accompagner les étudiants, notamment particulièrement les étudiants en décrochage. Mhm. Et donc la valeur fondatrice de la société, mais qui est celle qui doit être la première à considérer dans l'évaluation, c'est l'équité. Les conditions équitables, et je pense que c'est qu'on reviendra dessus plus en détail, mais ça doit être une obsession en fait dans chaque action, chaque roadmap, chaque feature et dans les objectifs de la société. Donc parti de ce constat, de cet enjeu, d'abord une plateforme LMS avec sur le principe de la classe inversée, puis assez rapidement pousser l'évaluation, qui a commencé dans l'auto-évaluation, et qui rapidement s'est tourné vers l'examen facultaire et en fait tout le cycle de l'évaluation qui commence du test de positionnement du concours, en entrée d'une formation. Après, on a la partie un peu circulaire, donc l'évaluation en tant que régulation de l'apprentissage, avec le contrôle continu, l'auto-évaluation, les oraux au sein du cycle, et qui permet aujourd'hui l'adaptive learning. Et enfin, l'évaluation sommative, qui permet de certifier diplômés. Donc Théa, petit à petit, couvert l'ensemble du cycle. C'est hyper complet, en fait. Et il le faut, parce que c'est là que ça prend toute sa puissance. Et les nombreux bénéfices que permet l'évaluation numérique. Aujourd'hui, on a une plateforme d'évaluation universelle qui couvre toutes les disciplines et qui permet d'évaluer aussi tout niveau de formation. Alors aujourd'hui, notre marché, il est plutôt de la terminale jusqu'à la formation continue avec le cœur dans le supérieur. Mais encore une fois, le produit permet de couvrir tout le cycle de l'apprentissage dans la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis une école, par exemple, supérieure. J'ai envie d'utiliser Théa pour évaluer mes futurs élèves, par exemple. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à vos concurrents? C'est cet outil d'intelligence artificielle? C'est l'équité? C'est comment techniquement ça fonctionne? Parce qu'il y a aussi toutes ces problématiques de triche, j'imagine, dont on va parler, qui sont inhérentes aussi à l'utilisation du numérique dans l'éducation. Alors, je pense que sur les points de différenciation, le premier, c'est la capacité d'adresser de la complexité. Et quand je dis la complexité, c'est-à-dire c'est des types de questions très variées. C'est couvrir tout ce cycle que je vous ai décrit. Mais alors, on a parlé de tout type d'évaluation. Si je prends une évaluation donnée, on va prendre l'évaluation sommative ou encore le concours d'entrée, qui est quelque part un test de positionnement. Ouais. La création, l'administration, la correction, et enfin l'apprentissage qu'il y a derrière sur ce même examen est un process qui va impliquer parfois des dizaines de personnes, voire plus, avec des enjeux de confidentialité, des enjeux de droit, j'entends droit fonctionnel sur la plateforme, avec des enjeux académiques très forts. Donc très simplement, c'est aujourd'hui, on va avoir la capacité sur la plateforme qu'un enseignant crée une question sur une discipline très spécifique
qui va faire partie d'un ensemble de questions dans un dossier. Ok. Elle lui va être capable d'administrer cette question, à faire valider par un jury spécialisé sur cette question. Elle va être corrigée par les spécialistes de cette question. Donc, on ne sera pas les corrections automatiques pour en parler. Et enfin, noter. Et après, il pourra faire de la docimologie. La docimologie, c'est un terme un peu technique, mais qui revient sur le devant de la scène. C'est la science, c'est l'étude de l'évaluation elle-même. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, à l'âge de l'IA, c'est d'évaluer ce qu'on évalue. Alors, un peu complexe, mais du reste très important. Et ça, donc cette complexité, la plateforme peut le faire. Le deuxième point, et ça se conjugue, c'est la volumétrie. Et la volumétrie, quand elle doit adresser de la complexité et qu'en même temps on repose sur cette valeur fondatrice qui est l'équité, ça devient un enjeu technique très fort. Ok. Je donne un exemple. On a des examens qui parfois montent jusqu'à 15 000 étudiants en parfaite synchronicité. Ok. C'est assez unique en France et on est très fiers parce que c'est en fait la transposition numérique du concours à la française. Et il n'y a rien de plus équitable, alors on peut en discuter, que le concours à la française. Je pense que ça repose sur nos valeurs, notre histoire. Et donc de pouvoir répliquer ça donc techniquement, il y a un énorme savoir-faire. On vous retrouvez ça uniquement dans le gaming, par exemple. Donc, vous savez, les plateformes, on avait des jeux avec des milliers de joueurs, parce que c'est du temps réel, et vous connaissez les enjeux qu'il peut y avoir autour de ça. Mais beaucoup d'applications, on s'est tous retrouvés dans une file d'attente numérique au dernier concert qu'il faut acheter parce qu'il y a trop de monde en même temps. Mais ça, c'est inacceptable dans le cadre d'un examen. Donc c'est les deux grands différenciations, je dirais, de la plateforme et qui reposent sur comme ça me permet d'énoncer notre deuxième valeur après l'équité qui est l'exigence. Et on retrouve c'est hyper intéressant. Et comment concrètement ça se passe côté élève? Est-ce qu'il est filmé par une webcam qui surveille? Moi, par exemple, quand j'ai fait mes études, j'avais ça. En plein Covid, j'étais filmée par une webcam qui scannait, je crois, mes yeux pour être sûr que je ne regardais pas à droite ou à gauche, en tout cas ailleurs que mon écran et mon examen, pour ne pas tricher. Est-ce que ça se passe comme ça? Comment concrètement ça se passe côté élève? Alors, il y a... qui dit équité, évidemment, et conditions et accès à l'information similaire pour tous les étudiants. Et ça vaut aussi bien donc, en présentiel qu'en distanciel. Le cas de la webcam, il est très, très particulier. Il correspond en distanciel. Et forcément, c'est un amalgame un peu naturel qui a été fait, notamment au moment du Covid, parce qu'on a tous été forcés de travailler de chez soi et donc pour ceux qui étaient sur des formations d'être évalués chez soi. Ouais. Et c'était évidemment le moyen, on va dire, le plus direct. Aujourd'hui, on sécurise l'intégralité des examens. On fait à peu près 80% de nos examens en présentiel et 20% en distanciel. D'accord. Et la lutte contre la fraude, elle repose sur deux principes. Le premier qui est de verrouiller. Donc, on verrouille l'environnement de composition, ce qui est en fait un des enjeux qui est créé par le digital, parce que c'est, on va dire, en tout cas plus connu de verrouiller un environnement papier, qui a toujours été fait historiquement. Et le deuxième, c'est surveiller. Et la surveillance, elle prend la forme on va dire, de surveillants assistés dans le cadre du présentiel. Donc, il faut s'imaginer un surveillant avec un iPad dans l'amphithéâtre, dans la salle de classe, qui va pouvoir immédiatement être alerté si un étudiant a un comportement sur son examen anormal. Alors, je dis anormal parce qu'on gère aussi, on tombe toujours sur cette idée d'équité, les problèmes. Par comme exemple une panne d'ordinateur. Ok. Et ça, le prof, il peut le voir depuis son iPad? Tout à fait. Donc, j'ai une panne d'ordinateur, je vais être immédiatement déconnecté. Alors, c'est pour ça qu'on a fait le choix donc, du full online, qui est un choix ambitieux, puisqu'il faut être constamment connecté à des serveurs. Mais pourquoi derrière? Parce qu'il est inacceptable qu'un étudiant puisse perdre ne serait-ce qu'un fragment de réponse à une question.
Et donc, c'est pour Tout est sauvegardé, c'est ça en fait. tout est sauvegardé en permanence, en parfaite synchronicité. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie présentielle. Maintenant, Ouais. j'arrive sur le distanciel et j'ai passé exprès plus de temps à décrire le présentiel parce que c'est là où on a la plupart des cas. Euh, on a tendance à croire que les innovations technologiques, plus dans le sens du distanciel, c'est plutôt l'inverse parce que la partie la plus dure, c'est de sécuriser l'environnement de composition qui est l'ordinateur. En Bien fait. sûr. Mais donc, on a aussi la capacité de pouvoir surveiller donc, à distance avec évidemment un triptyque assez classique qui est donc la webcam, le micro et donc l'environnement de composition. Ok, donc ça veut dire que je ne peux pas, en gros, je ne peux pas avoir mes fiches avec mes définitions, par exemple, à côté. Je ne peux pas les regarder parce que le logiciel va remarquer que je fais un petit coup d'œil de travers. C'est ça, en fait? Alors, je Qu'est-ce qu'il y a vais derrière? poser... Non, mais c'est un excellent point, je suis ravi qu'on l'aborde. En fait, pour pouvoir surveiller à distance, il faut répondre à une équation fonctionnelle, réglementaire / éthique, parce qu'on est en Et c'est éducation, ça. et enfin financière. Ouais. Alors, et pour le dire très simplement, donc fonctionnel, il faut que ça marche. Donc, ce que vous décrivez, donc aujourd'hui, il y a des technologies qui sont capables donc, de détecter, par exemple, des mouvements latéraux des yeux. Oui. La question, c'est derrière, est-ce que je vais pouvoir avoir une technologie? Parce que donc ça, c'est pour développer ce type d'algorithme. Genre, on a plutôt tendance à les acheter, à faire appel à des technologies externes. Et est-ce qu'elle est réglementaire? Et voir jusqu'à ce qu'elle est éthique. Parce que parfois, on sait que Ça aussi. le RGPD et le AI Act qui va rentrer en vigueur sont des réglementations qui sont assez larges. C'est un sujet énorme, notamment par rapport à notre souveraineté. Est-ce que... comment une IA est-elle entraînée? Parce que tout ça, vous savez comment les IA marchent, évidemment. Donc, comment elle est entraînée pour dire que tel comportement est suspicieux? Et finalement, c'est économique. Donc, on est capable de pouvoir mettre à disposition ce type de technologie. Mais quand je dis économique, c'est les moyens, c'est-à-dire les moyens pour pouvoir le mettre en œuvre, de gérer les problèmes. Parce que plus vous avez un contrôle qui est fort, plus vous avez des enjeux de matériel, de connexion. Donc, J'imagine. donc pour finir, on a des partenaires qui savent très bien le faire, notamment les concours d'entrée dans les écoles, qui s'adressent notamment aux bacheliers, mais qui sont des équipes chevronnées du sujet et qui travaillent toute l'année dessus pour un examen d'une journée. Donc, Ils savent gérer tout ça et ils connaissent les enjeux et les difficultés tout à de fait. ces tests. Je comprends. Comment on devrait évaluer les élèves aujourd'hui? Parce que ce que vous faites est hyper intéressant et ça pose plus largement, au-delà de la manière d'évaluer, de qu'est-ce qu'on évalue effectivement. Et vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on devrait tester les élèves sur leurs connaissances, sur leurs compétences, sur leur capacité à utiliser l'intelligence artificielle? Quasiment tous les enfants, j'imagine, ou les jeunes, en tout cas, sont confrontés d'une manière ou d'une autre à ChatGPT et à ces autres outils d'intelligence artificielle générative. Ou est-ce qu'on doit les tester sur tout ça à la fois? Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que vous êtes régulièrement aussi interrogé, j'imagine, par vos clients en disant peut-être qu'au-delà de la manière de les interroger et de les tester, on doit peut-être aussi revoir ce sur quoi on les teste? Ah, mais c'est le sujet du moment et qui va continuer de nous occuper, je pense, longtemps. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est que l'IA a renforcé en fait la dichotomie entre, aussi bien dans le parcours pédagogique que dans l'évaluation, le contrôle de connaissances, de compétences qui sont des acquis nécessaires, Ouais. ne serait-ce que pour mettre en œuvre notre intelligence humaine et pour pouvoir mettre en œuvre l'intelligence artificielle. On prend toujours l'exemple trivial des tables de multiplication. Les calculettes existent depuis bien longtemps, on est tous passés par là. Et beaucoup de par cœur, même y compris dans le supérieur, donc qui est absolument nécessaire. Et ça, aujourd'hui... jusqu'à ce que Neuralink nous mette une puce dans le cerveau, je crois que ça sera nécessaire pour... de continuer à apprendre par cœur? De continuer à acquérir des connaissances, certaines compétences, pour pouvoir après
donc développer des tâches complexes, où là où on a vraiment une très forte valeur ajoutée, des compétences qui vont plus loin, donc on va le savoir-faire, même le savoir-être, et enfin même on parle de ces fameux crazy skills, parce qu'il faut toujours inventer de nouvelles catégories. Mais donc on a aujourd'hui ce renforcement, et là ce qui est intéressant, c'est que l'IA a mis un énorme coup de projecteur sur le digital, Ouais. sur des choses qui bougeaient plus lentement. Mhm. Et aussi simple que, je vous donne un exemple, même au niveau bachelier, est-ce que on doit être encore évalué sur un commentaire de texte Mais oui. papier? Est-ce que je pourrais pas plutôt commenter un discours d'un député qui passe une loi, des moments de référence dans beaucoup de choses. Enfin, il y a donc des choses très simples en fait, qui existent depuis longtemps, Ouais. et qui sont beaucoup plus proches donc des enjeux, des compétences, on va dire, actuelles. Sur la partie donc plus nouvelle, donc c'est évidemment alors l'évaluation de l'IA elle-même. Ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, on est plutôt dans la lutte contre la fraude de l'IA, enfin qui est le premier impératif. Donc, Ouais. ce qui fait qu'on a des modalités d'évaluation et qui étaient parfois plus écrites, ou donc des devoirs, le fameux mémoire, qui vont être complétés beaucoup donc d'épreuves typiques approche par compétences, donc avec des oraux, des travaux pratiques, et beaucoup plus de mise en situation en Ok. temps réel, donc qui viennent compléter et qui viennent valider. Donc, quelque part, on va avoir une double note. Et pour pousser donc encore plus loin, les pistes intéressantes, c'est comment les étudiants utilisent l'IA. Aujourd'hui, on a deux types de questions. La première, c'est donc de dérouler un scénario qui est basé sur les tests de concordance de script. Ça, c'est une modalité d'évaluation qui met les étudiants en situation d'incertitude, qui est utilisée d'abord en médecine, donc, parce que c'est une situation diagnostique. Vous savez, l'information va être récupérée petit à petit de un patient qui arrive avec la description de ses symptômes, et puis après éventuellement des premiers diagnostics assistés, etc. Et donc on va reproduire la même chose avec en fait des sorties de prompts, donc de LLM, et pour voir comment l'étudiant donc se positionne. Et c'est noté par des experts. Ce qui est important sur ce type de questions, c'est que on est sur une situation équivalente pour tous. Le problème de l'IA pour l'évaluation, c'est que si on branche un LLM ou un moteur IA, il y aura des réponses constamment différentes pour tous. Bien sûr. Le deuxième, qui est plus pour l'évaluation formative, aujourd'hui, c'est pas tant capacité à utiliser l'IA dans l'absolu que l'utiliser en temps, efficacement, et aussi en coût. Et ça, c'est un enjeu qui est beaucoup moins connu, qui va venir plus sur le devant de la scène. Aujourd'hui, c'est très très obscur sur le coût réel de l'IA, son impact écologique notamment. Alors c'est un enjeu très fort. Donc, c'est très simple en soi, c'est pour arriver à une tâche un peu plus complexe donnée, c'est pas juste un prompt, de créer un agent par exemple pour aller vérifier donc la documentation juridique d'une entreprise. En combien de temps, en combien de prompts, l'étudiant est-il capable de le faire? J'ai un budget, je bloque à un moment donné, et il se trouve qu'en fait, il y a beaucoup de différences sur la façon d'utiliser l'IA, et aussi d'arbitrer entre ce qu'on peut faire soi-même et aussi dans les fameuses tâches que dans tous les articles qu'on peut lire, ou encore les études ou les projections, on parle de substitution complète, mais c'est pas souvent le cas. Ah ouais. Et donc savoir qu'est-ce qu'on substitue par l'IA, et on a des gains de productivité énormes, mais c'est le cas, il y a plein d'applications qui sont géniales là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit garder pour nous? Ouais, j'imagine. Donc à noter que tout ça est très jeune, et que nous aujourd'hui, notre chance, c'est qu'on a des partenaires dans chaque discipline qui sont très avancés toujours dans leur filière, et avec qui on se positionne pour travailler et pour avancer. Il n'y a pas d'études formelles que je puisse vous donner pour étayer donc, ce que je vous dis, mais les étudiants préfèrent le présentiel. Dans le cadre de leurs examens. Ouais. Mais ça m'étonne pas. Moi, j'ai eu les deux, parce que j'ai fait mes 2 premières années d'études où il n'y avait pas le Covid, et la dernière année où là, pour le coup, on était confinés. Et donc,
avec des examens sur Internet. Alors, c'est sûr qu'on gagne du temps. Moi, à l'époque, je faisais mes études à Londres et le centre d'examen était à plus d'1 heure et demie de l'université. Donc, il faut se lever tôt. Il y a l'aléa et donc le stress des transports. On était, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'étudiants, puisque c'était à l'échelle de l'université. C'était le même jour. On avait tous nos tests et nos examens. Donc, trouver sa place dans des hangars qui sont absolument énormissimes. Donc, en fait, c'est du stress qui se rajoute au stress déjà initial. Là où, effectivement, faire ses examens chez soi, c'est plus simple. Mais en même temps, vous avez le stress de la connexion Internet. Ouais. Le stress de est-ce que quand on valide, est-ce que ça sauvegarde bien? Est-ce que s'il se passe quoi que ce soit, on va me croire? Je ne sais pas si là, il y en a un, par exemple, une de mes camarades qui avait fait un malaise en plein examen de stress. Bon, chez elle, en fait, il n'y avait aucun moyen de prouver qu'elle n'était pas bien parce qu'elle n'avait pas pris son traitement. Alors que si elle avait fait le malaise en présentiel, c'était indéniable. Donc ça vient avec d'autres enjeux et conséquences de fait. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'IA, elle pourrait ou elle rend les examens moins fiables ou plus fiables? Parce que partout, quand on pense intelligence artificielle, notamment dans le domaine de l'éducation, vient aussi le sujet non pas de la pertinence de l'intelligence artificielle, mais du regard qu'elle peut porter et parfois des biais qu'elle peut aussi imposer dans le cadre d'examens, dans le cadre de rédaction de cours. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous bataillez avec la technologie ou au contraire vous arrivez à la maîtriser parce qu'aujourd'hui vous avez atteint un niveau de confiance en l'intelligence artificielle qui est acceptable? Alors, je passe sur l'application de l'intelligence artificielle dans la société avec nos gains de productivité interne, mais on a beaucoup avancé là-dessus. Notamment, je prends un exemple sur certaines tâches où on arrive à un niveau de substitution très élevé et d'efficacité, comme la création de nos tutoriels. C'est dingue, absolument ça. génial aujourd'hui comment on peut former sur notre outil. Donc c'est la première application, mais c'est énormément utilisé aussi donc dans l'onboarding de collaborateurs. Ouais. Donc quasiment une réplique de vous-même qui va expliquer à quelqu'un comment utiliser les outils. Donc ça c'est un exemple génial. Sur notre métier, l'IA, elle est peut-être utile pour la création de contenu et la maintenance de contenu. Ok. Le deuxième, c'est sur la gestion de la donnée. Et là, c'est parce que dans l'évaluation, et puis dans l'éducation plus généralement, on a de la donnée très spécifique, très propriétaire. Et ça, c'est l'enjeu, c'est le nerf de la guerre pour la suite. Et enfin, le troisième, qui est nuancé, c'est la correction. Mais je vais revenir donc sur la création de contenu. Alors, la création de contenu brut, c'est relativement simple. Je pense qu'on va pas trop s'étendre dessus. En revanche, ce qui devient intéressant, c'est quand on peut après la positionner sur l'existant. Je donne un exemple. Je crée une question et ensuite je peux avoir un niveau de probabilité sur sa difficulté. On a aussi, nous, ce qu'on mesure, donc la data qu'on a en interne, c'est ce qu'on appelle les indices de discrimination, mais au sens positif du terme, sont les capacités d'une question à différencier des étudiants, qui a un indice très important parce qu'il est différent du taux de réponse, parce qu'une question peut être mal posée. Donc c'est intéressant de voir que en fait, les bons réussissent, ou les meilleurs réussissent donc à répondre à une question, et qui est différent du fait qu'une question qui a été très peu répondue, c'est parce qu'elle a été mal posée. Bien sûr. Donc c'est un exemple, mais surtout après ce positionnement, cette analyse qui sert à alimenter donc le cercle vertueux, la circularité dont on parlait tout à l'heure, qui est la régulation de l'apprentissage par l'IA. Et pour arriver à l'adaptive learning, qui est encore quelque chose qui est un peu le Graal que toutes les institutions de formation, d'enseignement recherchent, mais qui va être encore work in progress pour des années. Pourquoi d'ailleurs pourquoi ça prend des années? Parce que ça fait aussi des années qu'on en parle, de cet apprentissage adaptatif. Donc pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas entendu parler de ce sujet-là, c'est vraiment l'apprentissage qui s'adapte, comme son nom l'indique, aux compétences, aux différences aussi, aux difficultés parfois et aux lacunes des élèves, vraiment un apprentissage personnalisé. On pourrait se dire aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, elle est tellement puissante, en tout cas dans notre usage quotidien,
qu'elle pourrait être aussi une vraie révolution pour chacun des élèves et dans le cadre de l'adaptive learning. Aujourd'hui, vous pensez, vous estimez on est encore loin d'atteindre ces capacités maximales? Moi, je dirais qu'en fait, la bonne nouvelle pour laquelle ça prend du temps, c'est parce qu'en fait, ça repose sur l'humain. Donc, ça veut dire que, et ça veut dire que les enseignants ne vont pas être substitués. Parce qu'en fait, si vous regardez Ouais, la- les progressions chez les étudiants, souvent on regarde cette pyramide de l'apprentissage qui commence par la lecture ou suivre un cours magistral. Et en fait, la rétention d'informations, elle se fait mieux dans la capacité en fait à enseigner aux autres. ouais, Et donc, c'est l'interaction avec l'enseignant, le rôle de coach de l'enseignant, d'enthousiasmer. Enfin, moi, à titre personnel, je pense que ça ne changera jamais et qu'au contraire, je crois que à terme, les IA vont renforcer voilà, le côté humain. C'est dans ce sens d'ailleurs que chez TN, en fait, on a des postes ouverts, on continue de renforcer notre équipe d'accompagnement d'accord. beaucoup plus, c'est-à-dire que le produit est beaucoup plus complété par l'accompagnement. Donc, c'est des ingénieurs pédagogiques qui aident à transposer l'apprentissage, l'évaluation en numérique. Donc, maintenant, pour revenir vraiment spécifiquement donc, sur certaines causes, les arbres d'apprentissage qui sont créés par l'adaptive learning, ils sont encore partiellement automatisés. Ils reposent eux-mêmes sur des études. C'est pas l'IA elle-même qui les crée, parce qu'encore une fois, l'IA et surtout tout le produit qu'on a eu récemment, il vient de LLM, qui sont, comme vous le savez, des modèles probabilistes. Donc, Ouais, on va aller. C'est là où on voit les limites. C'est que si je vais aller en fait, analyser le parcours d'un élève qui a réussi, c'est pas nécessairement parce qu'il a ses propres compétences, il a son propre capital de compétences, de prédisposition, etc. Et qui fait que ce sera pas nécessairement les questions, les cours qu'il a suivis qui permettront à un autre étudiant pour un point de départ même équivalent bien sûr. sur un critère. Donc, et quand on voit les solutions à Pyramide, alors qui sont très chouettes, il y a énormément de progrès qui ont été faits, et notamment, c'est très très utile de pouvoir détecter en fait quand il y a eu un manque sur les fondamentaux. On voit que le décrochage, en fait, je donne un exemple qui est très criant parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup, par exemple, donc les femmes dans les filières d'ingénieurs, Ouais, le décrochage en maths, il commence au CP chez les filles. Donc en fait, si dans l'évaluation, on capte pas qu'il y a des fondamentaux et qu'on passe typiquement bien avec sûr. ces parties de niveau. Ce que permet l'adaptive learning aujourd'hui et qui est super et qui a changé, c'est de pouvoir revenir même à certains niveaux, à des fondamentaux très lointains et de pouvoir le détecter. Ok, Mais encore une fois, intéressant, il faut pour motiver, et emmener, et il faudra des enseignants c'est sûr. qui voient ça. Mais ça va améliorer. Alors c'est fameux, c'est euh, des enseignants augmentés via des agents, etc., et qui vont être assistés. Donc là, c'est... je crois que ça clôt le sujet sur le... Enfin, ça clôt. C'était sur l'adaptive learning, parce qu'on n'a pas parlé de la correction, mais je sais pas si... Bah, vas-y. justement, vous me précédez, mais vous avez bien raison. Là aussi, la puissance de l'intelligence artificielle, si elle peut aider les enseignants, là, pour le coup, dans une tâche majeure de leur quotidien d'enseignant, justement, c'est peut-être la correction. Est-ce qu'elle est efficace aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez testée? Est-ce que c'est une demande que vous recevez aussi de la part de vos partenaires et clients? Alors, il y a un point de douleur immense pour tous les enseignants et plus largement les correcteurs et notamment les vacataires à l'université, Ouais, qui est le temps passé à corriger. Maintenant, pour vous répondre simplement, je crois que très compliqué d'utiliser donc de la correction pour l'évaluation sommative, que la correction, ou plutôt l'assistance de correction par IA, va renforcer la dichotomie entre la correction parfaitement objective, donc les questions. Alors, il n'y a pas que les QCM d'ailleurs là-dedans, ouais. mais donc tout ce qui peut se corriger automatiquement ou semi-automatiquement. Je prends l'exemple, c'est des questions ouvertes, courtes, Mhm. une phrase, quelques mots, donc où là ça s'y prête bien. Une énorme ouverture, et là où c'est énorme gain, c'est les sciences exactes. Donc, je pense aux mathématiques, physique, Ça, où c'est les sûr. démonstrations en fait peuvent être exactes, mais différentes, où il y a une exhaustivité. Et là, il y a un gain de temps. Là, vraiment, on touche à tous les points de douleur. Alors Ouais. ça, là-dessus, on y croit énormément et on travaille pour s'intégrer justement avec ce type de solution pour pouvoir donc les fournir à nos partenaires.
Enfin, pour tout ce qui est donc aide à la correction, ou plutôt lumière sur la correction, donc pour les étudiants. Ça, Ouais. c'est encore une fois, donc ça aide énormément. Et on le voit dans l'évaluation formative, avant même que l'IA existe, on avait énormément donc ce qu'on appelle les commentaires de correction, ou parce que et qui sont énormément utilisés par les étudiants, et donc ils ont des systèmes où ils notent les questions et les questions des enseignants sur notre plateforme. Et on voit, enfin, les meilleures notes sont toujours sur les questions sur lesquelles, dans le formatif, où ils ont un feedback Ah ouais. sur la bonne réponse, etc. Et plus le feedback détaillé, et plus la question. Ouais. Donc là-dessus, ça permet de l'automatiser. Et je termine sur le corriger l'esprit critique, corriger des aspects plus subjectifs. Là-dessus, je crois qu'au contraire, on va plutôt donc se concentrer là-dessus, en faire. Et il reste une question alors qui est moins populaire, et qui est l'évaluation de la correction, voilà, par les IA. Et là où là-dessus, c'est assez pertinent, parce que pour détecter justement des erreurs de correction Ouais. ou des biais humains a posteriori, et pour les renvoyer éventuellement en jury. Mais c'est vrai que là, il y a moins d'enthousiasme. Là, vous n'allez pas vous faire que des amis côté correcteur et enseignant, ça c'est sûr. C'est un sujet sur lequel on en parle sereinement, parce qu'en fait, on fait ça depuis que la plateforme a été créée, ce qui est très intéressant d'avoir digitalisé l'évaluation. Ça a permis aussi d'évaluer l'évaluation. Je vous parlais de la fameuse docimologie. D'ailleurs, quand vous arrivez sur notre plateforme, on a un premier tableau de bord, on appelle le tableau de bord du doyen, où en fait, on voit toute la production docimologique des enseignants, D'accord. le nombre de questions créées, leur validité. Et donc tout ça, c'était des choses en fait sur lesquelles il y avait énormément de travail, même de recherche, Ouais, j'imagine. la recherche scientifique, sur lesquelles beaucoup d'enseignants publient. Et donc l'IA permettrait, de renforcer cela. Ouais. Donc ça a rien de nouveau, mais ça l'automatise. Vous parlez tout à l'heure du feedback. Est-ce qu'on est assez aujourd'hui en France dans une culture du feedback dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur? Est-ce que ça changerait les choses euh, dans l'apprentissage des élèves, quel que soit leur âge, quelle que soit leur différence, leur spécificité, qu'on travaille plus sur le feedback? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. Je crois que l'IA va permettre de faciliter ça pour les enseignants. Il ne s'y substituera pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a d'ailleurs une jeune EdTech qui vient de remporter donc, la demi-finale des Geza la semaine dernière. Grand, comment on peut présenter les Geza? C'est un grand concours de start-up EdTech au niveau européen d'ailleurs, je crois. Mondial. 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 Alors oui, c'est peut-être européen avec des entreprises de partout. Mais en tout cas, c'est international. Et donc, il y a des demi-finales par pays, donc, ont eu lieu en France la semaine dernière. Et la start-up qui a été retenue permet de faire donc, du feedback personnalisé, donc, avec la voix de l'enseignant. Donc, Ah oui, carrément, avec la voix de l'enseignant. et qui est plutôt orienté scolaire. Et donc, ça sont des initiatives très pertinentes. Ouais. Et nous, en tant que plateforme donc, d'évaluation, alors on intègre un des pans de notre développement, c'est l'intégration. Ouais. Aujourd'hui, la EdTech, surtout sur la partie pédagogique, c'est très éclaté, très peu de standards, de formats. Donc c'est important d'avoir des API et des façons de s'intégrer pour pouvoir d'offrir donc, toutes ces technologies donc, à nos partenaires. J'imagine. Alors, je l'évoquais en introduction, il y a des fraudes qui ont été détectées cet été, notamment lors d'un concours d'entrée en médecine en Belgique. Est-ce que cette affaire vous a étonné? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous voulez bien nous rappeler un petit peu les faits? Donc, en effet, donc, un examen donc, d'entrée, donc, équivalent première année ici, donc, en médecine, où il y a eu des suspicions très fortes de fraude. Ça reste encore un peu obscur, je vous avoue, sur les conclusions. Il faut toujours laisser le bénéfice du doute. Mais en tout cas, ce qu'on sait Ouais. pour sûr, c'est que là où le taux de réussite était autour de 20% habituellement, je crois qu'il est monté autour de 40, voire plus. Donc, Ah ouais. c'était la meilleure promotion depuis 30 ans. Donc, évidemment, ça. Tous des génies. Et donc,
Donc il est très fort probable qu'il y ait des utilisations d'IA. Ce que je voulais mettre en exergue en vous citant cet exemple, c'était que il faut faire attention donc donc aux raisons qui sont derrière cela. Donc l'IA en fait a réinventé les codes de la triche, mais elle, Ouais. elle a pas changé. Donc il y a certaines études qui diraient, donc ça vient de l'université de Stanford, donc encore que je pense qu'il y a quand même une augmentation, mais que l'IA n'aurait pas augmenté la triche, Le elle taux aurait de juste triche. Ouais. changé. C'est fait partie de ces statistiques comme je sais pas, au type de fraude, comme la fraude fiscale, qui sont très dures à mesurer exactement. Mm. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut, il faut avancer, et le digital est très important pour les bénéfices, on a parlé, pour plus d'équité, pour des évaluations plus modernes, plus complexes, pour pouvoir évaluer l'IA à terme. Et que il y a beaucoup de façons d'éviter la fraude, et qui ne repasser au papier n'empêcherait pas la fraude, et même la fraude à l'IA. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Je crois que pour prendre cet examen, et je parle vraiment avec mon point de vue à la lecture donc, des articles de presse que j'ai pu Ouais. lire, sans aucun autre insight, c'est que c'était le premier déploiement d'un examen numérique, que le numérique, c'est une véritable conduite du changement, parce qu'il y a un cycle très complexe pour mettre en œuvre donc des évaluations, surtout de cet enjeu, concours de médecine. Il faut rappeler le concours de médecine, c'est un quart de point qui change une vie. Ouais. Donc ça doit être fait donc, avec cette obsession d'équité dont je vous Bien sûr. parlais au départ, et que donc sont des choses qui nécessitent de l'accompagnement, et peut-être que toutes les précautions n'avaient pas été prises. Qu'est-ce qui se serait passé alors? Ça veut dire que les étudiants auraient passé leur examen sur un ordinateur et que le système n'était pas verrouillé comme vous nous avez expliqué tout à l'heure, et donc ils pouvaient aller sur une page ChatGPT par exemple pour répondre à leurs questions, ou comment ça se serait passé? Alors, comme vous l'avez souligné, les deux pieds sur lesquels repose donc, la lutte contre la fraude, le verrouillage. Donc, il peut y avoir une défaillance au niveau du verrouillage. Donc, ça veut dire que j'arrive à sortir le but du verrouillage, c'est que je suis uniquement dans mon environnement de composition et rien d'autre. Donc, Ouais. j'arrive à sortir. Donc, ça, c'est une première étape. Il y a un deuxième filet, évidemment, dans la surveillance, puisque c'est possible de forcer, si on va très loin, donc la sortie, parce qu'il faut que je puisse, par exemple, finir mon examen. Je peux avoir aussi une panne d'ordinateur, comme on en a parlé tout à l'heure, Oui. auquel cas je suis... Et ça, c'est quelque chose qui remonte sur cette fameuse surveillance augmentée dont je vous ai parlé. Donc, j'ai mon iPad, mon ordinateur, donc j'ai plusieurs niveaux de surveillance sur lesquels on a des alertes, on a des logs. D'accord. Et est-ce qu'on a passé ce deuxième filet, ou est-ce que la réaction n'a pas pu être suffisante? Alors pourquoi je dis ça, c'est là où l'IA a un peu rebattu les cartes. C'est que de là où avant, si j'allais sortir par exemple du premier filet, mais pour aller chercher par exemple mon cours, mais bon, je suis détecté, le coût de la fraude était trop prohibitif, parce qu'il fallait que j'aille chercher la réponse, que aussi quand même je l'agrémente, c'est dans le cadre par exemple de dissertation, Bien sûr. et donc appréhender le cours. Et là en fait, si c'était remonté sur mon tableau de bord, le surveillant a le temps d'intervenir. C'est vrai que un LLM, c'est une réponse qui sort sur tout un examen potentiellement en quelques secondes. Ouais. Et donc il y a voilà, il y a ces deux enjeux. Aujourd'hui, c'est très bien, c'est très balisé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a un rythme d'innovation sur l'IA. Vous avez un nouveau plugin qui sort toutes les semaines. C'est clair. Donc nous, notre métier, c'est de pouvoir que ce couple verrouillage-surveillance, il soit Ouais. fonctionnel sur la nouveauté. Rester à la page. Il faut augmenter les cadences, ce qu'on a fait. Et on travaille avec nos partenaires pour remonter, parce que ce serait mentir que de dire qu'on peut éradiquer la triche avec la technologie. Ouais. Elle a toujours existé. En revanche, on peut vraiment la diminuer. Et donc, et c'est dans ce sens qu'on va. Je comprends, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire public, c'est difficile de... Enfin, on peut se dire, effectivement, un examen numérique peut être plus sûr qu'un examen sur papier.
Et en même temps, on peut aussi se dire, parents d'élèves notamment qui passent le bac ou qui ont récemment passé le bac, en fait, tu ne viens qu'avec tes crayons. Et je me souviens, vous aussi sans doute, quand on passait le bac, on devait vider notre trousse, on prenait juste les crayons nécessaires, on avait juste notre feuille qu'on nous distribuait, et puis c'est tout, quoi. Et donc, automatiquement, s'il y avait triche, elle était facilement visible de la part des examinateurs qui regardaient le comportement des élèves. Là, il faut regarder l'outil, quelque part, j'imagine, et puis s'assurer, effectivement, quand on déploie une solution comme la vôtre, mais comme d'autres, qu'il y ait tous ces systèmes de verrouillage, de sécurité, ce qui est quand même autre chose. Et puis, j'imagine aussi qu'il y a la question du modèle économique. Aujourd'hui, est-ce que votre entreprise, elle va bien ? Ça coûte, j'imagine, plus cher pour une entreprise de passer... Pour une école, de passer avec une entreprise comme la vôtre, qui avait besoin de vivre et justement de rester à la page d'un point de vue technologique, vous venez de nous en parler, plutôt simplement de distribuer des feuilles et de payer des examinateurs. Alors, on a beaucoup parlé des bénéfices pédagogiques et j'en suis ravi parce que c'est ce qui est le plus important et avant tout une évaluation équitable. Il y a aussi des gros bénéfices logistiques et de coûts sur le passage au numérique. Okay. Et en commençant par le présentiel, alors on donne des choses assez simples. On voit encore des partenaires, des institutions d'éducation qui impriment des copies, qui les brassent, parfois qui les envoient par la poste, parfois qui sont numérisés, mais il y a un coût à... Il y a un coût à la numérisation, donc il y a un impact qui n'est pas toujours facile à mesurer, puis c'est des chaînes complexes, surtout parce comme je l'ai dit, on adresse des institutions qui sont larges et avec de la complexité. Mais il y a un gain financier et aussi écologique donc, à passer sur le numérique. Modulo, évidemment, les impacts, serveurs, etc., il faut les prendre en compte. Donc là-dessus, on a un modèle économique prouvé en tant que société, c'est important. Ce que je voudrais peut-être mettre en exergue aujourd'hui, c'est aussi par rapport à cette mesurabilité de l'impact. L'éducation étant portée beaucoup par des institutions publiques, parapubliques, c'est la mesurabilité de ces impacts financiers qui n'est pas toujours facile, puisque quand vous disiez, on a déjà les imprimantes, les surveillants, les salles, mais elles ont un coût indirect. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir le mesurer. De même aussi, j'attire, et ça on même touche à des enjeux de souveraineté, c'est de pouvoir favoriser donc, ces partenariats publics-privés, parce que l'open source aussi peut être perçu aussi parce que les configurations et les organismes sont structurés d'une certaine manière comme parfois de la gratuité, parce que, mais tout système a son coût, mais avec un modèle économique différent. C'est la limite aussi, et pourquoi je vous pose cette question, au-delà d'y porter beaucoup d'intérêt sur vous, la santé de votre entreprise, c'est parce que le marché EdTech, aujourd'hui, comme on l'appelle, le marché de l'éducation et de la technologie, est un marché qui ne va pas très bien. Les études le montrent. On recevait, il n'y a pas si longtemps que ça, la directrice d'EdTech France aussi, qui nous disait le problème de ce marché, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par des acteurs comme vous, qui ont des envies, qui ont des expériences et des expertises à apporter justement au secteur de l'éducation, mais que en fait le client final, c'est le public, généralement, les écoles, ou alors quand c'est le privé, on doit viser des grandes écoles privées, et donc le supérieur, ou alors c'est les parents qui payent, mais l'éducation n'est pas forcément le premier poste de dépense pour les enfants. Il y avait une étude récemment qui disait que c'était d'abord le soutien scolaire et surtout le sport, avant même le sujet général de l'éducation. Ce qui est quand même inquiétant pour ces entreprises qui fleurissent, et puis au bout d'un moment, en fait, elles apportent des choses utiles, mais elles n'ont pas de quoi vivre, vous voyez ? Alors, en effet, c'est pas simple, parce que justement, il y a cette... l'éducation, généralement, c'est une mission de service public, ça doit le rester. Il y a aussi cette vision-là, effectivement, mais donc, très justement. Et c'est très important, c'est comment trouver les équilibres, comment susciter l'innovation et créer des champions, parce que c'est important pour la souveraineté. Bien sûr. Tout en faisant des partenariats publics-privés, parce que c'est ça sur lequel on va aboutir. Moi, j'ai des très bonnes nouvelles aujourd'hui. c'est que en fait, il n'y a jamais eu...
ça fait 5 ans que je suis dans le secteur, mais c'est tous les sons de cloche que j'ai avec mes interlocuteurs, mes collègues qui ont des attaques. Il n'y a jamais eu autant d'attention, en fait, de l'État, du public, des organismes, sur la technologie. Et sur la compréhension de l'enjeu technologique. Alors ça, je suis Donc, d'accord, mais il y a aussi plein d'entreprises, pardon, je vous coupe, mais qui sont financées par l'État, par des systèmes et des fonds de dotation qui s'appellent EduHub, par exemple, que vous connaissez, le ministère de l'Éducation nationale, la Banque des territoires, les CCI, parfois aussi locales, qui financent abondamment à coups de millions d'euros ou de centaines de milliers d'euros des entreprises. Et puis au bout de 2 ans, une fois les aides versées et écoulées, ces entreprises viennent nous voir en nous disant on n'en peut plus, quoi. Parce que justement, on n'a pas trouvé notre business model. Les entreprises du secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur ne peuvent pas uniquement vivre de dotations. bien sûr, bien sûr, mais c'est très enthousiasmant qu'il y ait ces dotations au départ, qu'il y ait cette aide. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à l'éducation. Il faut voir le taux de... Je n'ai pas de chiffres sous la main, mais le taux de succès d'une start-up en général. En ce moment, je disais, alors tu as un chiffre sur, par exemple, sur l'IA agentique, les fameux, enfin, en l'espace de 10 mois, j'ai 80% de startups qui sont sorties. Ouais. Enfin, les variations, il y a une rapidité, une volatilité qui est absolument dingue. Et voilà, enfin, c'est ça qui. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est cette innovation, enfin, sur l'IA, plus qu'une révolution copernicienne, elle nous surprend au tout parce qu'elle est tellement rapide. Mais pour revenir sur, je crois que c'est difficile, ça c'est une réalité. Et après, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, enfin le reprenariat, et c'est pas facile tous les jours, mais j'en suis très heureux. Bien sûr. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'attention, là, comme je vous le disais, sur le secteur, que il faut évidemment trouver un business model. Je crois qu'il y a eu un effort, enfin, au niveau enfin, du gouvernement, de l'État, des pouvoirs publics sur la tech en général, la fameuse French Tech. Ça a été formidable ce qui s'est passé depuis quasiment 10 ans. J'ai travaillé donc à Londres pendant 10 ans avec des entreprises internationales et je suis très heureux de voir en rentrant en France que la filière s'est autant développée et avec des champions et donc il y a plein de bonnes choses à venir. Et l'éducation, c'est une verticale qui a mis du temps à se digitaliser, la EdTech, mais le potentiel est énorme. C'est le premier poste de dépense de l'État. Ouais. L'éducation nationale, c'est le premier employeur, je sais pas, je crois quasiment au monde, donc quelque chose comme ça. C'est plus gros que Walmart. Donc le potentiel est monstrueux. Enfin, je pense que le premier GAFAM européen ou français, ça devrait être une EdTech. Moi, je crois qu'on va plutôt dans le bon sens. Ce qui se passe avec Mistral, c'est génial. C'est parce que si on a juste un champion français dans l'IA, il y a juste besoin d'un parce que ça fait le moteur et il y a tout un écosystème qui peut se plugger là-dessus et c'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc après, c'est pas facile de trouver un business model, d'être rentable. Enfin, c'est des réalités. Et c'est là où c'est un peu paradoxal, parce que même dans l'éducation, alors comme c'est une mission de service public, parfois même côté privé, en fait, parfois on se dit qu'on devrait être rentable parce que, ouais, mais c'est pas. Enfin, il faut trouver, c'est ça donc de faire de l'innovation. Moi, j'ajouterais quand même, donc, très positif, ça a été notamment tout ce qui est la partie financement, pas que les aides dont vous parliez, mais aussi le fait qu'il y ait autant de communication sur la technologie, ça permet. Le pan peut-être qui a travaillé, c'est faciliter l'achat public, notamment par rapport aux États-Unis, comme ça, où les champions ils naissent parce que les premières commandes publiques, même au niveau du POC. C'est rapide. Donc là, il y a des choses à faire, mais notamment avec EdTech France, on travaille, par exemple, on a un groupe de travail là-dessus. Ouais. Il se passe des choses. C'est merveilleux. Juste avant de terminer cette interview, il me reste une question. Vous avez été sélectionné pour une mission non pas en France, mais en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que vous allez y faire? C'est une excellente transition et fin, parce qu'en fait, donc, cette mission, c'est une mission qui est subventionnée par la région Île-de-France. Donc, on a été sélectionné par la région Île-de-France. C'est un très bel exemple justement de partenariat public-privé. Enfin, on a une entité publique qui accompagne les entreprises pour le développement.
Donc qu'est-ce qu'on fait en Afrique du Sud? L'Afrique est un continent qui nous intéresse énormément en tant qu'acteur de la tech, Ouais. parce qu'il y a une démographie qu'on connaît tous, et donc un besoin énorme en formation, et c'est sera la démographie la plus dynamique pour les prochaines décennies. Et l'Afrique du Sud en particulier est un pays qui économiquement est suffisamment mature pour pouvoir porter ce type de solution et ce type de projet. Donc Bravo. c'est dans ce sens on a prospecté là-bas, et on a des POC en cours, notamment dans la santé, avec ses origines à la faculté de médecine, qui est un de nos domaines Ouais. voilà, de spécialité. Bravo, en tout cas, vous viendrez nous raconter comment ça s'est passé. Avec plaisir. Avant qu'on termine, il me reste encore quelques questions qui, là, on est sur un autre format, Flavien, des questions plus courtes qui Ouais. demandent des réponses en un mot ou en une phrase. On va essayer, je sais que c'est pas D'accord. toujours facile. Croc. Ouais, c'est ça. Avec notamment cette première question. Quelle est la compétence qu'aucune école ne vous a jamais apprise? Pas facile, hein, je sais. L'éthique. L'éthique. Non, mais juste pour développer, je comprends pas que ça soit le premier module cours d'éthique ou le permis de carboner ou de décarboner quand on rentre dans n'importe quel cursus. Ok. Votre plus grande fierté dans votre parcours? Théa, Diplôme ou expérience? expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans le domaine de l'éducation numérique en France? Persévérance. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur? Plutôt que je rajoute plus d'évaluation. Ouais. Votre vision de l'éducation en général dans 20 ans? Optimiste? Aujourd'hui en mieux. Aujourd'hui en mieux? Un livre qui vous a inspiré? La traversée des temps d'Éric Manuel Schmitt. Alors, il y a plusieurs tomes. Hein. Le plus grand défi des jeunes aujourd'hui, c'est quoi? La persévérance. Et si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à une personne de haut vol dans l'éducation, l'enseignement supérieur, vous pensez à qui? J'en ai beaucoup, mais je vais devoir choisir, et ce serait Thomas Lagatu du concours Sésame. L'invitation est lancée. Merci infiniment, Flavien, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir, et puis on vous souhaite tout le meilleur pour la suite, notamment en Afrique du Sud. Merci à vous.